Hey, bienvenue tout le monde dans Yann et Frank. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des tours de machine. On s'en va faire un petit tour de REM. Après 1 heure, le REM est pété. Hey! Quel show pareil. C'est un train, les amis. Un train. Faut le dire, là, la fameuse expression d'André Arthur, l'île au génie. Je suis désolé, mais elle prend vraiment tout son sens en ce moment. C'est assez particulier ce qui se passe avec le REM qui fait le bonheur des uns et le malheur des autres. Disons ça comme ça. C'est assez. Ben, c'est notre pratique de tramway, Frank. Ça va être la même chose quand on va avoir le tramway à Québec. Les gens vont venir faire un tour de machine aussi. Il y a même des gens qui vont partir de Montréal venir l'essayer. Ah ouais? Ben, il y a des gens qui sont partis de Québec à aller l'essayer. Ouais. Ouais, c'est assez sauté, ce truc-là. Il faut quand même l'avouer. Autant il y a des gens qui sont bien, 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 et qui sont heureux. Sont-ils heureux? Sont heureux d'aller prendre le REM. Là, ils faisaient à file en fin de semaine pour aller faire un tour gratuit. Il y a juste un problème, c'est que quand c'est pas gratuit, en passant, j'étais écœuré de lire que c'est gratuit. Hein. Ça a coûté 6, quelques milliards ou 9 milliards, je ne sais plus trop, ce petit train-là. Fait que profitez-en parce que ça a coûté cher. Hey, il y a des articles depuis hier. Hey, l'attrait du gratuit. Quand c'est gratuit, les gens viennent. Pas gratuit, là. Ça a coûté à tous les contribuables une fortune, votre calice de train. Et puis là, j'ai vu hier. Hey, c'était capoté. L'attrait du gratuit. Le maire de Laval, M. Boyer, hier, il écrit sur son Twitter. Le REM attire l'attention, mais Laval aussi entre dans la modernité de la mobilité durable. J'ai essayé nos nouvelles trottinettes électriques. Et là, il y a une photo de lui qui n'a pas l'air stagé pantoute, qui fait penser à quand la bombe s'était fait prendre en photo en train de faire du bicycle. Où il se promène en trottinette dans Laval. Et là, il dit c'est très pratique pour les déplacements de courte durée. Hey, mais parlant de photos stagées, là, j'ai des gens de la région du 10-30 qui m'ont écrit hier. Ils sont arrivés pour aller travailler, là, veux pas, puis le trafic est bloqué. Là, les policiers viennent les voir, ça sera pas long, nanana. Ils disent, c'est quoi qui se passe? Ah, il y a un convoi, c'est important, ta. Fait que là, ils voient passer un genre de convoi. Fou. Une limousine de ministre. Ça débarque. Ça prend une photo avec le REM. Tout le monde attend, là. Ils sont jamming là, sur la route, là. Ils peuvent pas bouger, là. Ils prennent les photos, ouais, dada, des bisous, tout le monde est content. Ils embarquent dans les chars, puis ils s'en vont. Poum! Fait perdre le temps à je sais pas combien de monde, là, pour la petite photo, là. Ils ont tous bloqué Ouais. le trafic pour la photo. Mais ça fait plaisir de beaucoup de gens. D'ailleurs, j'aurais pu passer un audio, mais là, je ne l'ai plus sous la main. Là, de gens qui témoignaient se lever à 4 heures du matin pour 3-4 heures du matin parce qu'ils allaient faire la file pour faire un tour de REM. Et là, ils disaient qu'ils assistaient. Tu avais l'impression qu'ils regardaient l'humain atterrir sur la Lune. Ouais. C'est un train, là. Hey, ça va, les villageois? Là? Vous n'êtes pas supposés d'être en ville. Vous n'êtes pas supposés d'être plus évolués que tout le monde, puis donc meilleur que tout le monde. Vous avez tout vu, vous avez tout vécu, vous connaissez tout. Christy, vous êtes en pamoison devant un fucking train. Là. Et on dirait du monde qui vont chez Elvis Presley dans les années 50. Mon Dieu, il y a une télé. Il vient d'avoir la première télé. C'est Paul McCartney qui racontait cette affaire-là maintenant, quand ils sont arrivés aux États-Unis. Ils sont allés chez Elvis. Puis ils ont vu la première télé avec une télécommande. Et puis là, il était 40 autour de la télé à le regarder avec la grosse télécommande avec un fil, swiper les postes. T'sais. Il y en avait 3. Là. Et là, tout le monde regarde. Mais ça me faisait penser à ça en fin de semaine. C'est tout le monde avec la bouche qui pend, qui regarde un fucking train. T'sais. Je veux dire, mais êtes-vous déjà sorti quelque part? Là? Ça existe ailleurs. Là. C'est un train.
Il y a un train. Mais bref, ça fait pas plaisir. Ça fait plaisir à des gens, mais il y en a d'autres que ça fait vraiment pas plaisir, la présence de ce nouveau transport-là. There's so much potential for beauty and for devastation. Donc, on a un homme ici qui nous témoigne de sa souffrance depuis l'inauguration, pas l'inauguration, mais depuis la mise en fonction du REM. Je vous le présente à l'instant. Un petit peu, je ne sais pas pourquoi le son sort sur l'ordi et non là-dessus. Prise. Ah, je l'avais. Tu l'avais? OK, c'est juste moi qui ne l'avais pas. On recommence. Since the REM has started, it's been a huge disruption. You know, the noise is constant. The frequency of the trains is very high. And one of the big problems is it's not just during the day, it's very late into the night as well. So it's really having an effect on my sleeping ability. It sounds like an airplane is approaching and then departing every time it's leading in and going away from your condo. So you have not only the very loud noise passing your condo, but 30 to 45 seconds on the incoming and outgoing part of the train voyage that is super, super disruptive as well. To adapt my sleep, or to try to at least get some sleep, what I've been doing is actually using 2 earplugs. I keep a fan on full speed for ambient noise, as well as using a pillow to cover my head. And you can still hear the trains coming by in spite of all that. Very surprising, because you would think that this is newer technology that would run much more quietly and much more, I don't want to say efficiently, but in a less disruptive manner. And really that's been quite the opposite of the older technology that exists on Via Rail or EXO or some of the other trains that go by. Mais la dernière phrase qu'il a dit, je suis pas en désaccord avec lui. Bon, mais lui, il a appris des beaux mots. Hein. Le nouveau train, là, il est disruptif. Là. Moi, je peux plus dormir. J'ai des airplugs. Je mets mon fan au bout. By the way, l'oreiller sur la tête, c'est pas une bonne idée. Non. Parce qu'il dit qu'il dort avec un oreiller dans la face. Ça, s'il y a du monde qui se réveille pas. Là. Non, mais il vit en ville. Là, je veux dire, si c'était pas ça, ce serait d'autres bruits. Là. Mais par contre, je suis obligé de lui concéder un petit quelque chose, Frank. J'étais un peu surpris du bruit, moi aussi. En 2023, je me serais attendu à une technologie plus silencieuse. Oui, mais vous êtes au Québec, les amis. On fait tout croche. Vous pensiez vraiment qu'il allait avoir un train à fine pointe de la technologie qui ne ferait pas un son ici? Non. Géré par le gouvernement, la Ville de Montréal, la Caisse de dépôt. Mais sans joke, là. J'aurais pu. La prochaine fois, consultez-moi 5$. Moi, c'est 5$ de l'achat. J'aurais pu vous le dire pour 5$. Ce train-là va faire calissement du bruit puis il va être en panne tout le temps. Non, mais c'était écrit dans le ciel. Pourquoi? Je veux dire, puis allez voir Doug Ford ce qu'il pense de le transport en commun en Ontario. Encore, la semaine passée, il faisait une sortie à savoir que c'était une catastrophe, le train-train. Parce que là, le REM, là, c'est l'équivalent d'un tramway, mais de manière un peu différente. Là. Ouais. C'est un train sur une rail, là, Chris. On ne changera pas. Vous avez beau donner les noms que vous voulez à 52 000 affaires différentes, ça reste que c'est des wagons sur un rail. Là. On peut quand même s'entendre là-dessus. Fait qu'au niveau du bruit, puis au niveau des enjeux que ça pose pour l'hiver et autres, c'est un peu toute la même affaire, là, à des nuances près. Mais là, écoute, le trend est parti. Le trend est parti. Je vais te le mettre. C'est disruptive. Ah oui, c'est disruptif à fond. Et là, regarde, c'était déjà les articles sont prêts. Là. Le REM est-il si bruyant que ça? Nous sommes allés vérifier. Voici ce que nous en avons pensé. Là, écoute, le journaliste avec sa montre, son Apple Watch, avec son mesureur de décibels. Et là, regarde, il nous le dit, là, c'est bruyant. Une exposition répétée et prolongée à ce niveau sonore est susceptible d'endommager votre oui. Mais je veux juste dire que vous n'auriez pas pu y penser avant. Il est là, le fucking train. C'est pas un coup qui est là qu'il fallait penser aux dommages que ça allait faire, à la quiétude des gens puis au bruit que ça créait.
Je veux bien croire que c'est plate, là. Écoute, ma blonde, ses grands-parents, il y avait une maison, puis en arrière de la maison, il y avait une traque de chemin de fer. Ça fait du bruit, une traque de chemin de fer. Ben Quand le oui. via rail passe Oui. dessus, là, puis le train fait 4 km de long, là. J'exagère un peu, là, mais c'est quasiment ça, là. Ah, c'est métal sur métal. C'est métal sur métal, ça fait du bruit en sacrament. Ben là, la traque était là, eux autres, ils ont vu à la maison, ils l'ont acheté pareil. Fait que mané étant dur. Ben là, tu veux vivre dans une ville où le but de tout le monde, c'est de vivre empilé un par-dessus l'autre, avec densifié, puis il n'y a plus de char, on se promène en trottinette électrique, puis on prend le transport en commun, puis on fait notre déménagement avec un trailer piné sur un vélo. Ben là, ça va faire du bruit. Ces trucs-là, ils vont faire du bruit. Mais ça aurait été bien d'y penser avant quand même. Je sais pas. Là. Je sais pas c'est quoi la vie de ce gars-là. Puis c'est pas important, mais c'est juste que je trouve que c'est symptomatique, son commentaire, de plein d'urbains qui, à un moment donné, découvrent les désavantages de la ville. Hey, ils découvrent qu'il y a du monde qui se pique dans les ruelles. Ils découvrent qu'il y a des sans-abri. Ils découvrent que le transport en commun, ça fait du bruit. Ben, ah ouais. Ah ouais. Moi, je ne me serais pas douté de ça. Mais puis à l'inverse, c'est aussi vrai en passant. Là. Les Tu bobos manques de la d'empathie, ville. Frank. Là. Ben ouais, je manque d'empathie. Ah, Ben, ouais. écoute, Mais qu'est-ce que quand tu veux que, qu'on mais fasse avec ce c'est, tu monde-là? sais, on était au lac Beauport hier. On n'est pas en urbain, un milieu urbain, là, mais là, ah, il y a des vagues. Des vagues. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont disruptives dans votre vie. Là. Puis, Oh ouais. tu sais, comment que chaque bonne chicane de voisin d'école? Ah, il a passé sa tondeuse à 7 heures le matin. Mm. Tu sais, aussitôt que le petit confort est attaqué, aussitôt qu'on se sent touché par un petit quelque chose, là, on devient hyper agressif. Puis, je pense honnêtement que notre vie est rendue simple. Oh oui, la vie est rendue bien Tu sais, quand tu n'as simple. plus besoin de te demander c'est quoi tu vas manger pour souper. Là. Oh oui. Mais en tout cas, au Oh, moins, la ben, bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu un break hier. Vu que le REM est en panne, imaginez-vous donc, hier soir. Donc, ben pas hier soir, en fait, hier matin. Et là, il y avait tellement des fils, prévisible. il y avait des fils interminables devant les stations de bus. Hey, mais sérieusement, Frank, là, c'est donc bien laid ce qu'ils ont construit. Ah, c'est laid en esti. Et by the way, là, à la journée où c'était gratuit, ils ont eu des problèmes avec les ascenseurs. Ça, c'était journée 1. La journée où ça a ouvert, les ascenseurs ne marchaient plus dans une des stations. Fait que là, le monde est obligé de monter puis de descendre à pied. Journée 2, l'inauguration officielle, donc la vraie journée 1, le train est en panne. Là, aujourd'hui, je ne sais pas si. Mais ça fait des mois qu'ils le testent puis qu'ils roulent à vide. Mais ça, c'est encore le même commentaire. En 2023, la meilleure technologie disponible, c'était quelque chose avec des fils accrochés dans les airs. C'est donc bien laid. Est-ce que je dois vous rappeler que c'est ces gens-là qui vont gérer le climat? Christiane ne sont pas capables de faire un train qui ne coûte pas 10 milliards et qui n'est pas en panne la première journée ou d'opérer, comme dit Joe Hamel, une société de traversiers sans en colisser un dans le quai. Mais ces gens-là vont gérer le climat et les bouleversements. Comment il appelait ça, le gars de l'ONU? Là, le global boiling. Et ça, by the way, c'est pas actif au Lac-Saint-Jean. Hein. Je regardais ça hier. Là. Je ne sais pas si tu as vu passer ces petites nouvelles-là. Je la mentionne au passage. Là. Le global boiling et les canicules sous-marines, c'est pas en effet au Lac-Saint-Jean. Je vous partage ici la publication. Là. Ça doit être un microclimat là-bas là, parce que en fait, c'est une année record. Cette année, ça n'a vraiment pas bien été. Traversée du Lac-Saint-Jean, presque la moitié des nageurs déclarent forfait. Et quand tu vas voir les motifs qui sont inscrits ici dans le texte, en raison de la température très basse de l'eau et du temps frais, la moitié des nageurs ont dû déclarer forfait en cours de route pour ce parcours de 32 km en eau libre. Fait que c'est ça. Bref, c'était vraiment pas facile la traversée annuelle du Lac-Saint-Jean cette année. C'est ça qui arrive, c'est que vu que c'est le mois de juillet le plus chaud de l'histoire, le lac était tellement froid que les gens ont abandonné la course, là, ont abandonné leur parcours. C'est ça qu'il faut comprendre. Le fils du président des États-Unis, pas celui qui est décédé, puis des fois il se trompe, là. Beau. Il parle d'un nom en plus, Beau Biden. Il me semble que ça ne fit pas. Hunter.
Hunter, dans un premier temps, on nous a dit que tout ce qui le concernait était un genre de théorie du complot, là, avec la fameuse histoire en 2020 de son ordinateur portable et tout ça. Quand on lit un peu sur le dossier, ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, Hunter Biden, il est sous enquête depuis 2018 pour toutes sortes de trucs. Et là, il y a deux choses en simultané qui se passent. C'est un procès au Delaware pour de la fraude fiscale et une enquête, je ne sais pas si on appelle ça une enquête, mais une audience au Congrès sur ses liens comme lobbyiste supposé dans des trucs en Europe, notamment en Ukraine. Quand je dis supposé, c'est qu'officiellement, il n'y avait aucun lien avec son père, mais les gens qui sont là, les républicains qui sont en chambre et des autres élus pensent qu'en réalité, il y en a des liens. Donc, premier cas, l'affaire devant le tribunal du Delaware, c'est que tout le monde pensait que Hunter allait plaider coupable. D'ailleurs, si tu lis les articles de Richard Etu là-dessus, le bon Richard, il y a un article ici qui a écrit, il l'a mis sur son blog, « Hunter Biden plaidera coupable ». Et là, il nous explique que, bon, il y a une histoire de non-paiement d'impôts, de la fraude fiscale, etc. Et je te lis la phrase de Richard Etu. Le plaidoyer de culpabilité mettra fin à un feuilleton judiciaire entamé il y a 5 ans sous l'administration Trump. Autrement dit, lui, il sous-entend presque qu'à cause de Trump, il y a un genre de feuilleton alentour de Hunter Biden et qui va se terminer. Sauf que, ce qui s'est passé, c'est que rendu en cours, la juge qui était chargée d'entendre le procès, elle a dit, ben c'est plate, mais la couronne et la défense, vous avez fait une entente ensemble de plaidoyer de culpabilité, mais moi, je refuse cette entente-là. Je ne sais pas c'est quoi cette affaire-là, ça n'a pas rapport. Parce que dans le fond, il avait essayé de lui faire plaider coupable pour certains chiffres d'accusation dans une entente commune, donc la fraude fiscale, puis il y avait aussi possession d'une arme à feu de manière illégale, puis bref, il y avait une série de trucs comme ça. Et la juge dit, ça n'a pas rapport, votre affaire, vous mélangez plein de dossiers ensemble, et le but de cette entente-là, c'était de lui éviter la prison, en fait. C'est ce que tu comprends quand tu lis. Il y a un bon article du Wall Street Journal là-dessus qui en parle. Et là, on parle d'un drame extraordinaire dans la salle d'audience parce que la juge, ben, elle a refusé, c'est la juge Mayelen Noreka. Elle a refusé d'approuver l'accord fiscal ou l'accord sur les armes à feu, affirmant qu'il contenait des dispositions atypiques. Donc, elle dit, moi, vous avez tout fait un espèce de package deal avec les chefs d'accusation pour le faire plaider coupable dans le but qu'il n'y ait pas de pénitencier relié à ça. Ça, ce sera une cause, ça en sera une autre. Moi, je défais votre accord, ça ne marche pas. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il a plaidé non coupable. Donc, il y aura une suite à ça, j'imagine, parce que ce sera probablement, I guess, porté en appel, où il y aura un jugement. On n'a pas encore le jugement de cette affaire-là. Et l'autre truc, c'est ça, c'est vraiment un méga shit show, là. C'est l'audience au Congrès. L'audience au Congrès, donc la commission de la Chambre des représentants. Et là, il y a toutes sortes de personnes qui viennent témoigner là-dedans. Là, tu as un genre de lanceur d'alerte qui travaille pour l'Agence du revenu américaine qui s'appelle John Ziegler, qui lui vient témoigner qu'il y a un genre de cover-up du ministère des Finances poussé par le politique pour cacher le fait que ce gars-là avait fait de la fraude dans le but de ne pas nuire à son père. Bref, il y a une espèce de suspicion qui plane là-dessus d'ingérence politique sur finalement des enquêtes internes. Parce que, comme je le dis, l'enquête sur lui, ça remonte à il y a plus de 5 ans. Donc, ça fait 5 ans que des procureurs puis que des avocats sont là-dessus à essayer de démêler c'est quoi qui est de l'ordre d'une accusation ou pas. Et là, voici ce qu'on nous dit sur ce qui se passe en chambre. Il fait également face, c'est dans un article d'ABC News, qui est quand même assez bien fait, il fait également face à une enquête du Congrès dirigée par les républicains sur ce que le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer, considère comme des accords commerciaux louches de la famille Biden. Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a suggéré cette semaine
qu'on pourrait étayer une éventuelle enquête de destitution du président. Donc, ça ébrasse quand même pas mal de marde en ce moment. Les autorités fédérales, avec le bureau du procureur américain au Delaware, dirigé par le procureur américain David Weiss, une personne nommée à l'époque de Trump, enquêtaient sur Hunter Biden depuis 2018. Donc, exactement ce que j'étais en train de dire. Et là, écoute bien la dernière, parce que je ne referai pas tout le truc du procès. Là, ça dure des heures et des heures et des heures, puis c'est pas tant palpitant que ça. L'histoire du document FD 1023 pas tant de choses. Là, il y a quelque chose là-dedans qui est un peu. Je veux dire, ça n'a pas rapport. L'histoire du sénateur de l'Iowa qui publie un document. C'est très protocolaire et très peu intéressant. Mais, dans un article du Globe and Mail, on nous sort le dernier élément de ce roman savon-là. Écoute bien ce que nous dit, parce que là, ils font témoigner plein de gens là-dedans, un sénateur, un autre, un gars qui était partner avec Biden à telle époque, etc. Et là, ils font venir, pour témoigner, Devon Archer. Lui, c'est le business partner depuis 20 ans de Hunter Biden. Et voici ce qu'il nous dit. Hunter a vendu l'illusion d'accès à son père, témoigne son ancien partenaire commercial au Congrès. Et là, ce que ce gars-là essaie de nous faire avaler comme couleuvre, c'est pas des jokes. Check ce qu'il nous dit là. Les législateurs républicains et démocrates à l'intérieur de l'interview à huis clos ont déclaré que M. Archer a déclaré qu'en 10 ans, Hunter Biden a mis son père au téléphone environ 20 fois alors qu'il était en compagnie d'associés, mais n'a jamais parlé une seule fois de relations d'affaires. En gros, là, si vous voulez vous faire une image, là, Hunter Biden et son business partner, les autres, ils font de la business en Europe avec toutes sortes de compagnies. Ils sont consultants de la bullshit job, autrement dit. Il y a une histoire avec une compagnie gazière en Ukraine. Et lui, qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il aurait fait? C'est qu'à multiples reprises, pendant les rencontres avec ces gens-là, pour les impressionner, il aurait mis le téléphone sur le coin de la table, en main libre. Il aurait appelé son père, donc T. Joe. T. Joe répond, il ne sait plus c'est quel de ses fils qui l'appelle, il est un peu mêlé, tout ça. Il parle avec et il fait comme si de rien n'était et il raccroche. Et là, les gens sont comme « Oh my God, il parle avec le vice-président des États-Unis ou le sénateur. Lui, c'est un gars plugué avec bien de l'influence. » Mais en gros, tu comprends, Yann, qui faisait juste ça pour les impressionner. Papy Joe, il n'a jamais été impliqué là-dedans directement. Tu comprends? C'est cousu de fil blanc pas mal, mettons. Ah, excuse-moi, le témoignage de ça, c'est... Mais il n'a jamais parlé une seule fois de relation d'affaires avec son père. Tu crées-tu à ça? Nope. Ah, écoute, c'est capoté, là. Monsieur Archer a partagé la vérité avec le comité et nous le laisserons ainsi qu'à d'autres le soin de décider quoi en faire. La Maison-Blanche a vu le témoignage comme un manquement à la promesse des républicains de fournir des preuves explosives. Ben, c'est n'importe quoi, man. Non, mais excusez, là, mais ce témoignage-là, il fait penser à celui du frère de Justin Trudeau quand il était allé devant la commission sur l'ingérence, je ne sais pas trop nous dire que ben oui, là, il y avait une admiration un peu pour le régime chinois, mais il ne comprenait pas trop c'était quoi les accusations qui étaient faites à la fondation de son père. Et puis, non, mais le don, comme ça, c'est arrivé comme ça, sans sollicitation, puis il n'y avait pas non plus de... Ces gens-là nous prennent vraiment pour des crétins ou tout ça n'est qu'un vaste shit show. Mais excusez, il y a juste un problème, c'est qu'on a tous vu le contenu de l'ordinateur portable qui était leaké partout sur Internet. Donc, vous avez juste à faire laptop Hunter Biden, vous allez trouver tout ce que vous voulez. Et on a des photos de lui en train où il se filme et il se prend en photo en train de sauter la femme de son frère mort. Avec des jeunes femmes très jeunes, du crack, de la coke, tout ce que tu veux. Fait que, tu sais, moi, la parole de ces deux gars-là, qu'est-ce que ça vaut? Pas grand-chose.
Je sais pas ce que ça vaut, mais dans mon livre à moi, mettons que la parole sous serment de ces gens-là, je suis pas sûr de ce que ça vaut. Je suis vraiment pas sûr de ce que ça vaut. Hey, j'ai regardé un TikTok hier avec Poiliev puis ses ministres, tout ça, puis ils cuisinaient le gouvernement fédéral par rapport à la taxe carbone. Parce que depuis le 1er juillet, le fédéral exige une taxe carbone de 14 sous partout au Canada minimum. Le Québec a un genre d'accord spécial, là, il tolère un 10 sous de notre côté. Ouais, Mais c'est parce que nous autres, on a la genre de bourse. Là. ouais, cochonnerie. Là. Puis, ce qui est fou, c'est que d'ici 2030, hey, c'est dans 7 ans, là, la taxe fédérale va être non pas à 14 sous le litre, mais 37 sous le litre. Là. Oh, mais c'est pas grave, tout le monde va avoir des chars électriques, c'est ça qu'ils vont te répondre. Hey, mais crime, attends un peu, là. 37 cents le litre, c'est gros. Puis, tu sais quoi qui est le pire là-dedans? Il y a déjà d'autres taxes d'assises, puis des affaires de même. Et la TPS TVQ est chargée par-dessus la taxe. On taxe la taxe. La carbon tax, elle est taxée. Ben oui. Juste en Ontario, j'ai sorti le chiffre. En Ontario, il y a 1,8 milliard de dollars qui est dépensé en fuel. Ça va donner un revenu supplémentaire. La taxe sur la taxe. Donc, pas la TPS, TVQ, sur tout. Juste la taxe sur la carbone tax. 142 millions de plus d'un coffre du gouvernement provincial. Juste cette année. Évidemment, ça va être beaucoup plus. Ça va faire x3 ce chiffre-là. C'est quasiment 500 millions de plus dans une couple d'années en Ontario. Écoute. Puis, tu sais, le ministre conservateur en Chambre, je l'avais quand même trouvé bon. Il était là, il dit, vous vous rendez compte qu'on taxe la taxe? Pas le ministre, le député. Ah ouais, le député, excuse. Il cuisinait la ministre Freeland. Hey, elle, là, quand elle répond à des questions en Chambre, sérieusement, c'est... Mr. Speaker. C'est incroyable. Elle répond jamais à la question. Puis elle fait... Tu sais, elle a l'air d'une petite bitch pas fine. Là, What we need to do for Canadian is make the cost of living lower. They are denying. What the opposition do right now is they're lying about what we're doing right now is to fix climate change crisis, Mr. Speaker. C'est drôle ça. T'es comme Chris, enlevez-la de là si m'a pété un plomb. Là. C'est drôle ça, tu l'as vraiment bien, c'est exactement ça qu'il a fait. Mais le gars, il a cuisiné, il dit, là, vous vous rendez compte qu'on taxe la taxe, puis ça a de l'impact sur l'essence, mais ça a de l'impact aussi ailleurs. Tu sais, je veux dire, si on cultive des aliments à tel endroit, on les amène se faire transporter à telle place, ben là, on a taxé la taxe là-dessus. Puis là, cet aliment-là, une fois transformé, on l'amène au grossiste, on l'amène à l'épicerie. Les deux transports, on a taxé la taxe là-dessus. Il dit, vous réalisez ça, là. L'impact inflationniste que ça a sur la chaîne au complet est important, là. Hey, mais le trend qu'on prend au Canada sur la taxation de l'essence, c'est hallucinant. Mais je veux dire, les Américains ne toléreraient pas ça, première des choses. Puis deuxième des choses, les Américains ont un territoire un peu plus petit que le nôtre avec 10 fois plus de monde. Oui. Nous autres, là, les déplacements dans le pays sont quand même assez importants, là. C'est une des raisons, d'ailleurs, moi, je suis plus capable de voir ces graphiques-là. J'en ai parlé l'autre fois, là, avec, je pense que c'était avec Simon Rochelot. Moi, je ne suis plus capable de voir les hosties de graphiques qui nous disent « Hey, le Canada, là, on est une des places qui pollue le plus par habitant. » On s'en fout du chiffre par habitant, c'est le chiffre global qu'on veut savoir. Évidemment que si tu prends le chiffre par habitant, la Russie, le Canada, les États-Unis et des pays comme ça vont être au top. Pourquoi? Parce que c'est un immense territoire peu peuplé, le Canada étant le pire de la gang. C'est sûr, il n'y a pas de monde, puis il y a du monde installé un peu partout sur le territoire. Il faut que tu amènes le stock par troc. Puis tu as des places, il n'y a même pas d'hôpitaux. Ils font venir des hélicoptères pour t'évacuer. Donc, c'est sûr, mais demain matin, si tu mets... demain matin, on est 300 millions au Canada au lieu d'être 38, 40. Là. Ben, le chiffre par habitant, il va baisser. Là. Ça n'a pas rapport. Cette donnée-là, elle n'a pas rapport. On est dans un endroit peu densifié et peu peuplé. Mais on va taxer une des affaires qui est la plus importante pour les gens
dans leur portefeuille. Je disais, la capacité de se déplacer d'une place à l'autre est importante, là. Ça me fait halluciner. Mais tu sais, on dirait que les gens pensent juste, non, non, moi, j'ai tout à proximité de chez nous. OK, On s'en crisse de bravo. ça, là, ça. Pourquoi tu as tout à proximité de chez vous? C'est parce que le stock a été livré à côté de chez vous, Ouais, Calvas? oui, oui. Voyons, Ben non, mais ça, c'est faut comme vraiment qu'on te l'explique, là. Ben oui, mais ça, c'est comme la bonne vieille joke. Moi, le prix du gaz, ça me dérange pas, je mets toujours un 20. Ben ouais, c'est aussi cave, là. C'est aussi cave que ça, là. C'est aussi cave que ça. D'ailleurs, il y a des effets inattendus de l'inflation. Hein. Je ne sais pas si tu le savais, là, mais c'est TVA Nouvelles qui nous informe. C'est bien important que Google et Meta payent leur juste part pour que je puisse être à ce point-là bien informé par des nouvelles sérieuses et crédibles et non pas des fake news comme il y a sur Internet. Imagine-toi donc, Yann, que les Québécois sont de plus en plus atteints du scorbut en raison de l'inflation. Et là, écoute, les experts ont parlé. Là, cette maladie avait pratiquement disparu, mais les professionnels de la santé affirment que c'est en raison de l'inflation alimentaire que cette maladie datant du Moyen Âge refait surface. Hey, mais attends un peu, c'est pas la dernière fois. Pas la première fois que je lis cet article-là, là. Ah non? Non, 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 c'est pas la première fois que je lis cet article-là. Là, c'est l'inflation, mais j'ai déjà lu ça en temps de ralentissement économique aussi, là. Ah, OK. Normalement, en mangeant des fruits et des légumes sur une base quotidienne, on a suffisamment d'apports en vitamine C pour éviter de développer la maladie. Une personne m'a confié qu'à la RPA de sa mère, il y avait comme légumes 2 fèves vertes et une cuillère à soupe de purée de navets. Je ne pense pas qu'elle obtienne sa dose de vitamine C habituelle, souligne Christiane Laberge, médecin de famille. En fait, je ne pense pas qu'elle l'a mangé tout court. Et là, écoute bien, là, on nous explique, là, sont très sérieux là-dedans, là, que les carences en vitamine C sont liées. Vu qu'il y a de l'inflation, l'épicerie coûte plus cher, les gens n'achètent plus de légumes et bang, ils pognent le scorbut. Comment qu'on en a eu des cas, Frank? Peux-tu mentionner là-dedans? Non. Il y a la liste des symptômes, par exemple. OK. Mais ils l'ont-tu dit qu'il y en a juste eu 2 ou 3 à peu près? C'est un peu là. Je repasse en revue le texte. Non, on nous dit les enfants et les aînés vont avoir des douleurs musculaires et articulaires, explique Régent Lemay, pharmacien. Les enfants vont avoir de la difficulté à marcher, être moins agiles, il y aura une fatigue extrême. Et là, il y a une image de fruits et légumes. Et on nous parle de, bon, si vous avez des petites taches rouges sur les jambes. C'est ça, là. Une trentaine de personnes reçoivent chaque année le diagnostic d'une carence en acide absorbique dans les hôpitaux de la province. 30 cas par année, Calvaire. C'est dans combien de temps là, que la pharmacienne de TVA nous fait bouillir de l'écorce de bouleau à la TV live comme remède contre le scorbut? 30 cas, man. C'est 30 cas, pas plus que ça? Une trentaine par année. Ouais, fait que ça veut dire que s'ils ont écrit légère hausse, ça veut dire qu'il y en a eu genre 31 cette année. 32. Mais pourquoi je peux pas avoir les chiffres? C'est pas dans nos articles? Hey, 2 cas de scorbut traités en 1 mois à Montréal. Ça, c'est un article de 2021. Je te disais que j'avais déjà vu ça, c'était quoi en 2021? Hey, c'était quoi la cause en 2021? Ah, ben, je sais pas, ça devait être la faute de l'extrême droite ou. C'est une maladie d'une autre époque, celle des explorateurs et des marins. Bon, blablabla, type de carence. Une étude menée par des chercheurs a d'ailleurs démontré que non seulement le scorbut était toujours présent au Canada, mais il menaçait surtout les membres les plus vulnérables de la société. 52 cas en 9 ans dans les 2 systèmes hospitaliers de la ville de Hamilton. Eh ben. Une conclusion qui résonne dans les 2 cas recensés à Montréal. C'était un monsieur qui avait déjà un isolement social, qui avait déjà un aide à domicile assez précaire, explique Dr Marquis. Ah, Dr Marquis. Ah ben. Mais il ne mangeait pas. Oui, monsieur fatigué. Mais il ne mangeait à peu près plus parce qu'il était plus assez mobile pour aller chercher la nourriture dans le congélateur. Donc, il s'est affamé comme ça. Ben, OK, c'était pas l'inflation en 2021. L'autre patiente qui a développé cette carence était aux prises avec des problèmes de santé mentale, terrorisée par la COVID-19. Elle ne sortait donc plus de chez elle et ne mangeait que des pâtes. OK. Donc.
Hey, c'est des choses qu'on disait, hein, qu'il y avait des effets secondaires à terroriser le monde avec ça. Des mesures comme le couvre-feu ou simplement l'isolement social causé par la COVID-19 ont ajouté au défi pour des gens qui étaient déjà très fragiles, explique Dr Marquis. Mais il y a aussi la peur de la COVID-19 qui est quelque chose de très réel. Et cette peur-là a été absolument envahissante au point d'arrêter complètement de sortir. Ces Ah. deux cas sont la pointe de l'iceberg. Moi, j'ai peur pour tous ceux qui sont encore chez eux en ce moment. Fait que là, attends un peu. Le couvre-feu causait le scorbut. C'est tout ça qu'il faut comprendre. On a perdu le contact d'environ 10% des gens qu'on aidait avant la pandémie. Est-ce qu'ils ont changé de numéro? Est-ce qu'ils ont changé d'adresse? Les ressources communautaires, c'est un point d'ancrage pour les gens qui vivent dans une situation de précarité ou de pauvreté. Du jour au lendemain, ces ressources-là ont dû fermer. L'ancrage n'est plus là. OK. Fait que c'était pas l'inflation en 2021. OK. C'était la pandémie. On a perdu le contact avec des gens qui étaient vulnérables. OK. Puis si tu cherches 2022, mettons, ça peut-tu être que le scorbut est causé par la guerre en Ukraine? Là, tu pousses, là. Ben là, écoute... Scorbut, Québec, guerre en Ukraine. Là, rappelle-toi que Normand Lester nous a quand même dit qu'il y avait une baleine qui était morte, probablement de la COVID-19, dans le fleuve. Là. OK, ouf, tu me rassures. Oh, okay. Là, cette recherche de mots-clés là ne donne rien. OK. Si quelqu'un le trouve, mettez-le dans les commentaires. Ou si vous avez vu cette nouvelle-là et vous êtes dans un autre pays, on serait très heureux de l'avoir. Mais je te le dis, Yann, c'est vraiment important que Google, Meta, puis tous les salauds des géants du web payent leur juste part parce que sinon, on n'est pas bien informé et on est victime des fake news sur Internet. Et c'est pour ça que des journaux sérieux, des médias sérieux comme TVA, comme Le Soleil. Tiens, regarde, justement, Le Soleil. Est-ce que tu veux être informé par Le Soleil? On terminera là-dessus. Oui, informe-moi. Je t'informe. Donc, regarde à l'écran, c'est plus visuel qu'auditif, je te dirais. Regarde cette publication à l'écran qui t'informe de la réalité de la chaleur envahissante. Donc, la publication s'intitule... Ah, Frank! Ah non, et ce n'est pas un montage. Hein. En passant, c'est une vraie... Donc, on nous dit l'été n'en est qu'à sa moitié et on connaît des chaleurs et des conditions extrêmes. Et là, il y a un homme, parce que je le dis parce qu'il y a du monde qui sont juste en audio, en passant, c'est pas parce que je vous prends pour des imbéciles, là, ceux qui sont en vidéo. Là. Je le précise pour les gens qui nous écoutent seulement. Il y a la photo, c'est un homme avec... On dirait qu'il a pris... tu sais, quand tu achètes une chaise de camping, elle vient dans un petit sac. Là. On dirait qu'il a pris son sac de chaise de camping avec les deux élastiques en arrière et ça les crissé d'en face. Et là, je sais pas c'est quoi ça. C'est-tu un genre de double whammy? C'est comme un masque COVID et un masque... Mais non, il y a ses trous de nez. C'est pas un masque COVID. Ouais, mais pour le Québécois moyen qui le porte en dessous du nez, c'est parfait. Là. Il n'y a même pas besoin de le baisser. Il y a le nez déjà sorti. Mais ça, dans le fond, c'est quoi? C'est un masque climatique ou... Un masque climatique. Man. C'est une joke, cette affaire-là. Ah non, ben il y a quelqu'un qui m'a répondu sur Twitter qu'apparemment qu'en Chine, évidemment, c'est un trend que les Chinois, dans le fond, portent ça. C'est comme au lieu de te mettre de la crème solaire d'en face, parce que c'est pas bon pour la peau, ils mettent des masques solaires de même. Et quand il fait trop chaud, tu te mets un genre de housse d'en face de même. Et ça te protège contre les rayons UV là, qui vont te faire cuire vivant. Mais non, mais je te le dis, c'est important que Google et Meta... Les Chinois ont aussi inventé un jeu de mini-potes pour mettre autour de ta toilette. Tu sais, je veux dire, à un moment donné. Là. C'est pas parce que les Chinois inventent une bébelle que... Mais tu sais, je sais pas si vous vous rendez compte, le choix de la photo n'est pas anodin. Pourquoi que la personne qui a écrit l'article ou la personne qui a mis en ligne l'article a mis ça? Là? Hey, maintenant, je suis plus capable. Mais... C'est un masque anti-ébullition. Ouais, c'est un masque anti-ébullition. C'est le gars de l'ONU, il en fait... By the way, lui, si vous voulez vous amuser, vous faites... c'est Antonio Guterres. Vous faites Antonio Guterres quote sur Google. Le gars, il met beaucoup de sauce dans ses
dans ses citations. Moi, je commence à être un peu tanné qu'on nous dise hey, l'ONU déclare que, puis c'est cet agité du bocal-là à tous les fois qu'on cite. Là. Il est assez spécial, là, des affaires d'esclavage, puis de je sais plus trop quoi. Là, il est un petit peu. Il est un petit peu intense. On va dire ça de même. Il est un petit peu intense. Le politicien portugais, il vaudrait à peu près 5 millions, gars. Ah ouais? Hmm. Ah, moi, je pensais qu'il vivait de 74 simplicité. ans. Je pensais qu'il vivait de simplicité volontaire. Moi. Écoute, on va migrer vers la partie Patreon, si on en a parlé. J'ai plein de sujets pour vous. On a un truc, entre autres, sur l'hypersensibilité aux ondes. Est-ce que c'est un phénomène réel ou c'est de la pseudo-science à partir d'un article du média neutre et indépendant Radio-Canada? Yes, sir. Hey, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement pendant 7 jours à notre forfait VIP. Vous avez le code QR juste ici. Vous pouvez vous scanner la rétine aussi dans le coin supérieur gauche de votre écran. Vous allez voir, ça fonctionne très bien. Ouais, c'est Eric Kerr.